Hey! Quelle joie de t'avoir avec moi. Créons un bel instant. Retrouve toute la collection de livres d'analyse sur l'âme-de-l'œuvre.fr. Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un monument, les Fables de La Fontaine. On va se concentrer sur une sélection du tout premier livre. Oui, un classique absolu de la littérature française. Exactement. Et nos sources, ce sont les textes eux-mêmes, ces poèmes incroyables que beaucoup ont découverts à l'école. Et qui résonne encore tellement aujourd'hui. C'est ça l'idée. Aller chercher ensemble ce qu'ils nous disent sur nous, sur la société, le pouvoir, enfin essayer d'extraire un peu la sagesse souvent malicieuse de La Fontaine. Il le disait lui-même, n'est-ce pas? Je me sers d'animaux pour instruire les hommes. C'est dans la dédicace au dauphin, je crois. Tout à fait, c'était pour le jeune Louis XIV, enfin son fils. Alors voyons un peu comment ça marche, cette instruction par les bêtes. Alors, par quoi on commence? Un thème qui saute aux yeux tout de suite, c'est la loi du plus fort. La justice, le pouvoir. Prenons le loup et l'agneau. La 10e fable. C'est brutal. Ah oui, celle-là, elle est terrible. L'image est forte. L'agneau tranquille qui boit, et le loup qui débarque, la faim au ventre, et qui cherche manifestement une excuse. Une excuse bidon, on peut le dire. Il l'accuse de troubler son eau alors qu'il boit en aval. Exactement. Et l'agneau a beau argumenter, super logiquement. Je bois plus bas, j'étais pas né l'an dernier. Rien à faire. C'est ça qui est fou. Le loup enchaîne. C'est donc ton frère, c'est donc quelqu'un des tiens. Ce qui est fascinant et terrible en même temps, c'est que La Fontaine nous donne la clé dès le début, dès la première ligne. La raison du plus fort est toujours la meilleure. C'est vrai. Donc, toute la discussion qui suit, c'est juste une façade, une mascarade. Le verdict est déjà tombé avant même le pseudo-procès. Une parodie de justice, quoi. Le loup fait semblant d'avoir des raisons, mais il a décidé de le manger, point. Et le style de La Fontaine, ce dialogue très rapide, très sec. Oui, ça renforce l'impression d'inéluctabilité. La défense de l'agneau semble encore plus vaine. Et la fin, elle est glaçante. Là-dessus, au fond des forêts, le loup l'emporte et puis le mange, sans autre forme de procès. Voilà. Pas besoin de jugement quand on a la force. C'est une vision assez sombre de la justice instrumentalisée par le pouvoir. Et cette idée que la force écrase le droit, on la retrouve d'une manière peut-être encore plus cynique dans la génisse, la chèvre et la brebis en société avec le lion. La fable 6. Ah oui, la fameuse société léonine. C'est ça. Au début, tout va bien, on s'associe, on partage les gains, les pertes, un contrat, quoi. Un semblant de contrat, oui. Parce que dès qu'il y a quelque chose à partager, là, un cerf qu'ils ont attrapé ensemble, Le lion, seigneur du voisinage, comme il dit, il prend les commandes. et là, c'est festival. Il fait les parts, mais, comment dire, à sa manière. C'est le moins qu'on puisse dire. Il prend la première part parce que je m'appelle Lion. Bon, Logique implacable. la deuxième, le droit du plus fort. La troisième, parce qu'il est le plus vaillant. Mais pour la quatrième, il n'argumente même plus, il menace. Si quelqu'une de vous touche à la quatrième, je l'étrangerai tout d'abord. C'est clair, net et précis. Voilà, l'idée même de société, d'alliance, elle vole en éclats. C'est une démonstration pure et simple d'abus de pouvoir. Absolument. L'associé le plus puissant rafle tout. Ça montre à quel point les accords sont fragiles face à la force brute et à la cupidité, tout simplement. Le partage devient une annexion, c'est une critique assez directe. Oui, très clair. Alors, si le monde est régi par cette loi du plus fort, comment on fait? Comment on navigue là-dedans? Ça nous amène à la question de la sagesse, de la prévoyance. Ou de leur absence. Exactement. Et là, impossible de ne pas parler de la cigale de la fourmi, la toute première fable du livre en plus. Ah, celle-là. Un mythe. Tout le monde la connaît. La cigale a chanté tout l'été, normal, mais la bise fut venue, et là, fort dépourvue. Elle va tautier chez la voisine. La fourmi qui, elle, a bossé tout l'été. La cigale demande un prêt. Un petit quelque chose pour survivre, elle promet de rembourser avant le loup. Foi d'animal, avec intérêt, dans ses maintenant. C'est sec. C'est même cruel, non? On peut le dire. C'est certainement pas très charitable. La fable met en lumière de façon assez crue les conséquences de l'imprévoyance. D'un côté, le plaisir, l'art, peut-être. Et de l'autre, le travail, l'épargne, la prévoyance. La Fontaine a l'air de donner raison à la fourmi, non? Enfin, la fable se termine sur sa réplique. Oui, mais est-ce qu'il l'approuve sans réserve? C'est ça la question. On peut aussi trouver la fourmi terriblement égoïste, non? Froide, sans aucune pitié.
C'est vrai. Est-ce qu'il nous invite vraiment à l'admirer, ou est-ce qu'il nous montre juste deux façons d'être, deux caractères, et nous laisse un peu juges? C'est toute la subtilité, je crois. Il expose une situation, un choc entre deux visions du monde. Bien sûr, il y a une leçon sur l'importance de prévoir, c'est évident. Mais la dureté de la fourmi, elle interroge quand même. Est-ce qu'il n'y a vraiment pas de place pour l'entraide? La fable pose la question, mais la réponse. Elle n'est pas si simple. C'est peut-être ça aussi la richesse. Exactement, c'est peut-être aussi juste une peinture de caractère. L'artiste un peu bohème face à la bourgeoise pragmatique. Une autre fable qui parle de prévoir, ou plutôt de ne pas écouter ceux qui prévoient, c'est L'hirondelle et les petits oiseaux. La fable vite. Ah oui, l'hirondelle qui a beaucoup voyagé, donc elle est sage, elle voit un paysan semer du chanvre. Et elle comprend tout de suite le danger. Elle sait que de cette plante, on fera des cordes, des filets, des pièges pour les oiseaux. Une vraie lanceuse d'alerte avant l'heure. Elle dit aux oisillons, mangez cette graine, arrachez ces brins. Elle essaye de tuer le problème dans l'œuf littéralement. Mais les oisillons, eux, Ils s'en moquent, ils la prennent pour une prophète de malheur, une rabat-joie, ils ne voient pas le danger, qui est encore loin. c'est tellement humain ça, non? Ignorer les avertissements, surtout quand ils sont un peu abstraits ou lointains. Tout à fait, l'hirondelle insiste quand le chanvre pousse, mais rien n'y fait. Et la conclusion de La Fontaine est terrible de lucidité. Nous n'écoutons d'instinct que ceux qui sont les nôtres, et ne croyons le mal que quand il est venu. C'est exactement ça. On préfère souvent rester dans notre petit confort, ignorer ce qui dérange. Jusqu'à ce que le danger soit là, devant nous. C'est l'expérience, la sagesse de l'hirondelle face à l'insouciance, à l'incrédulité des autres, une leçon assez amère. Après la force, la sagesse, La Fontaine adore aussi pointer nos petits travers, nos faiblesses. La vanité, par exemple, c'est un thème majeur. Et là, évidemment, le corbeau et le renard. Fable 2, un chef-d'œuvre. Ah oui, incontournable. Le dispositif est génial. Un corbeau sur son arbre avec un fromage. Le renard passe, attiré par l'odeur. Et là, le renard sort le grand jeu. La flatterie la plus énorme, la plus visiblement fausse, non? Que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Oui, c'est tellement exagéré. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. Carrément le phénix. Et le corbeau, il gobe tout. Il est tellement flatté, tellement content. C'est ça qui est extraordinaire. La vanité le rend complètement aveugle. Il a envie d'y croire à ses compliments. Il veut être ce phénix. C'est presque une étude de casse sur la vulnérabilité face à la flatterie. Le renard sait exactement où appuyer. Sur l'ego, le désir d'être exceptionnel. Exactement. Le corbeau ne se sent pas de joie, il est ivre de lui-même. Alors pour montrer sa belle voix, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre un large bec et laisse tomber son fromage. Et voilà. Le renard s'en saisit et lui lance la morale en plus. Apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. C'est direct, efficace, une leçon universelle sur les dangers de l'orgueil et de la flatterie intéressée. Et cet orgueil, cette envie d'être autre chose, ça prend une forme différente, plus autodestructrice peut-être, dans la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. Fable 3. Ah oui, celle-là aussi, elle est marquante. Ici, c'est pas la flatterie, c'est l'envie pure, la comparaison. Une petite grenouille, pas grosse en tout comme un œuf. Elle voit un bœuf et elle est jalouse, envieuse de cette taille imposante. Et elle décide de l'égaler. Alors elle s'étend et s'enfle et se travaille. Elle demande à sa sœur, « Suis-je assez grosse ?» L'autre dit non. Elle s'enfle encore. Encore et encore, malgré les noms répétés, jusqu'au moment où... Elle s'enfle tant qu'elle creva. Voilà, fin de l'histoire. C'est une image très, très forte des dangers de l'envie, de l'ambition démesurée, de vouloir être ce qu'on n'est pas au péril de sa propre existence. Et La Fontaine, là encore, il élargit le propos, il ne se contente pas de la grenouille. Non, il applique ça direct à la société de son temps. Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs, tout petit prince a des ambassadeurs, tout marquis veut avoir des pages. C'est cette course à l'imitation, au statut, au paraître qu'il dénonce. Vouloir ressembler à plus grand que soi, quitte à se ruiner ou à se détruire. C'est une critique sociale assez féroce, finalement, de ces ambitions basées sur la comparaison et le désir d'égaler les autres. Et cette question de comment on se voit et comment on voit les autres, c'est aussi le cœur d'une autre fable géniale, la besace. Fable 7. Ah oui, la besace. Celle où Jupiter convoque tout le monde, tous les animaux, pour leur demander s'ils sont contents de leur physique, de leur sort. Et c'est un défilé incroyable d'autosatisfaction et de critique des voisins. Personne ne se plaint de soi-même.
Le singe se trouve beau, mais alors l'ours, il ne fut qu'ébauché. L'ours, lui, se trouve parfait. Mais l'éléphant, quelle masse informe! L'éléphant trouve la baleine trop grosse. Et la fourmi trouve le ciron, le tout petit insecte, trop petit. C'est un miroir assez cruel, mais tellement juste de notre tendance à être hyper indulgent avec nous-mêmes. Et hyper critique envers les autres. La Fontaine a cette formule incroyable pour résumer ça. Lynx envers nos pareils et taupe envers nous. On a des yeux de lynx pour voir les défauts des autres, mais on est aveugle comme des taupes pour les nôtres. Et il utilise cette image de la besace, ce sac à double poche que Jupiter nous aurait mis sur l'épaule. Devant bien visible, la poche avec les défauts des autres, et derrière, dans notre dos, invisible à nos yeux, la poche avec nos propres défauts. C'est une métaphore d'une efficacité redoutable pour décrire ce biais de perception qui est, je crois, assez universel. Tout à fait. Alors, au milieu de toutes ces critiques, de nos faiblesses, des rapports de force, il y a aussi des fables qui explorent des choix de vie plus fondamentaux. La liberté, par exemple. C'est un thème fort dans Le loup et le chien, fable 5. Ah, un dialogue magnifique celui-là. D'un côté le loup, qui n'avait que les os et la peau, mais libre. De l'autre, le chien, gras, poli, bien nourri, mais attaché. Et le chien essaye de vendre sa soupe au loup, hein. Il lui décrit la belle vie, flatter le maître, faire le beau, chasser les importants. Et en échange, force relief, des os, des caresses. Le rêve, quoi. Et le loup, il est presque séduit. La Fontaine dit qu'il se forge une félicité qui le fait pleurer de tendresse. Il imagine déjà cette vie facile. Mais voilà, il y a un détail qui cloche. Chemin faisant, il remarque que le chien a le cou tout pelé. Le détail qui tue. Il demande ce que c'est. Le chien répond, un peu évasif, que c'est la marque du collier auquel on l'attache. Et là, la réaction du loup est immédiate. Attaché. Vous ne courez donc pas où vous voulez. C'est la question essentielle. Et la réponse du chien est un peu molle. Pas toujours, mais qu'importe. Et là, le loup explose presque. Il importe si bien que de tous vos repas, je ne veux en aucune sorte et ne voudrais pas même à ce prix un trésor. La messe est dite. Il tourne les talons et repart dans ses bois. Il choisit la liberté, même avec la faim, le froid, le danger, plutôt que l'abondance dans la servitude. C'est un plaidoyer incroyable pour l'indépendance. Un dilemme éternel. La sécurité contre la liberté. La Fontaine ne donne pas de jugement explicite, mais la force de la réplique finale du loup, elle laisse peu de place au doute sur ce qu'il valorise. C'est clair. Et cette idée de trouver la bonne stratégie pour survivre ou s'épanouir, on la retrouve aussi dans ce contraste entre la force rigide et la souplesse, l'adaptation, le chêne et le roseau, fable 22. Encore un duo mythique. Le chêne immense, orgueilleux, qui regarde le roseau de haut. Il lui dit « Vous avez bien sujet d'accuser la nature, le moindre vent vous oblige à baisser la tête. » Il se moque de sa faiblesse. Il se voit comme un protecteur presque. Il lui dit « Venez sous mon feuillage, je vous abriterai », sûr de sa force, de sa résistance. Mais le roseau, lui, répond avec une humilité pleine de sagesse. « Votre compassion part d'un bon naturel, mais quittez ce souci. Je plie et ne romps pas. » Et il ajoute cette phrase incroyable. Mais attendons la fin. Et la fin, c'est la tempête. Une tempête terrible, le plus terrible des enfants que le Nord eût porté jusque-là dans ses flancs. Le chêne résiste, il ne plie pas. Était voisine du ciel et les pieds touchés à l'empire des morts, il tombe. Et le roseau, Le roseau, lui, il a plié sous le vent, il s'est couché et il est toujours là. c'est une magnifique allégorie, n'est-ce pas, sur les vertus de l'adaptation, de l'humilité face à la rigidité, à l'orgueil qui peuvent mener à la chute. Parfois, la force brute, c'est pas la meilleure stratégie. Savoir plier pour ne pas rompre. Ce qui me frappe aussi en relisant tout ça, c'est à quel point La Fontaine illustre des principes presque comportementaux ou sociaux très fins. Par exemple, le renard et la cigogne, la fable 18. C'est l'illustration parfaite de la réciprocité, non ? Absolument. Le fameux œil pour œil, dent pour dent, ou plutôt plat pour plat ici. Le renard invite la cigogne et lui sert un brouet clair sur une assiette toute plate. Évidemment, la cigogne, avec son long bec, ne peut rien manger. Il se moque d'elle. Malin le renard. Mais la cigogne a de la ressource. Ah oui,
Elle l'invite à son tour et elle sert le repas dans un vase avec un long col et une embouchure étroite. Parfait pour son bec à elle, mais impossible pour le museau du renard. Le renard repart honteux et confus, serrant la queue. Bien fait. Et la morale est limpide. Trompeur, c'est pour vous que j'écris. Attendez-vous à l'appareil. C'est le principe de réciprocité, l'arroseur arrosé. On récolte ce qu'on sème, en gros. Et il y a même des observations plus politiques, presque géopolitiques parfois. Comme dans Les voleurs et l'âne, la fable 13. Oui, celle-là est très parlante aussi. 2 voleurs viennent de piquer un âne. Et au lieu de s'enfuir vite fait, ils commencent à se disputer pour savoir à qui il appartient. Ils se battent comme des chiffonniers. Et pendant ce temps, qu'est-ce qui arrive? Un 3e voleur passe par là, voit l'âne tout seul, et hop. Ils s'en emparent et filent avec. Et La Fontaine fait tout de suite le parallèle, il dit que c'est pareil avec les princes qui se disputent une province. Exactement. Pendant qu'ils s'épuisent dans leurs querelles intestines, un quart voleur, c'est-à-dire une puissance extérieure, arrive et rafle la mise. C'est une petite leçon de stratégie assez fine sur les dangers de la division interne qui profite toujours à un tiers. C'est fou la richesse de ce premier livre, en fait. On n'a fait qu'effleurer quelques fables, mais on voit déjà se dessiner toute une cartographie des relations humaines, du pouvoir, de la sagesse, de la folie. C'est exactement ça. Ces histoires d'animaux, ce sont de véritables miroirs qu'il nous tend. Ils dissèquent nos faiblesses, la vanité, l'envie, l'imprévoyance, notre aveuglement sur nous-mêmes, mais ils explorent aussi nos dilemmes face à l'injustice, face au choix entre la sécurité et la liberté. Et ce qui est dingue, c'est que ça nous parle encore directement aujourd'hui. Ces mécanismes de pouvoir, ces travers humains, on les reconnaît, non ? Absolument, c'est pour ça que ce sont des classiques. Ils touchent à quelque chose d'universel et d'intemporel dans la nature humaine et sociale. Chaque fable, c'est comme une petite porte qui s'ouvre sur une réflexion sur nos propres vies, sur la société actuelle. C'est sans doute ça qui fait qu'elle reste si vivante. Tout à fait. Et peut-être une dernière chose pour prolonger la réflexion, c'est que même si La Fontaine donne souvent une morale à la fin, elle n'est pas toujours aussi simple ou univoque qu'on pourrait le croire. Tu penses à quoi, par exemple ? On a parlé de la cigale et la fourmi. Est-ce qu'on doit vraiment choisir un camp? Faut-il admirer sans réserve la fourmi travailleuse mais impitoyable ou avoir de la sympathie pour la cigale artiste mais imprévoyante? C'est vrai que c'est ambigu. La richesse de ces textes, c'est aussi qu'ils continuent de nous poser des questions, de nous faire débattre, de nous faire réfléchir. Ils ne donnent pas toujours des réponses toutes faites. Et c'est peut-être ça le plus précieux. Voilà une excellente invitation à y retourner alors. À relire ces fables, peut-être avec un œil neuf, et à continuer d'y penser. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans cette exploration. Merci à vous, c'était passionnant de replonger dans La Fontaine. Abonne-toi à la chaîne, mets un j'aime à la vidéo, laisse un commentaire et partage cette vidéo.